Bonjour à toutes et à tous. On va commencer dans quelques minutes. Vous avez pour ceux qui connaissent, le traditionnel sondage à la droite du chat. Où faites-vous vos courses alimentaires en ce moment? Dans un commerce de proximité, dans une grande surface ou en ligne? N'hésitez pas à voter. C'est un petit échauffement avant de démarrer la conférence sur le sujet du soutien au commerce de proximité dans cette situation de crise. Bonjour Yves. Bonjour à tous. Voilà, n'hésitez pas à voter pour le sondage. Je vous rappelle que vous avez donc le chat, c'est le premier onglet. Vous pouvez poser des questions et voter pour les questions qui vous intéressent le plus, ce qui nous permettra derrière de répondre aux questions qui sont les plus votées et encore une fois le sondage. On va commencer dans 2 petites minutes. Je vois qu'Aix-en-Provence est venu en force. C'est bien. Donc pour les nouveaux arrivants, le sondage sur votre droite, petit échauffement. Où est-ce que vous faites vos courses alimentaires en ce moment? Vous pouvez poser des questions dès à présent et voter pour les questions. On répondra à la fin de la conférence, comme d'habitude. On commence? Bernadette, Michael, vous êtes prêts? Prêt. Ok. Super. Bon, bonjour à tous et à tous. Je suis ravi d'être là avec vous ce soir. Vous êtes déjà 80. C'est la 4e conférence qu'on organise, mini-conférence live à destination des élus locaux. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est vraiment fondamental, qui est le soutien au commerce de proximité, parce qu'on sait que la crise, évidemment, du fait du confinement, a amené de nombreux commerces à fermer. Et dans nos centres-villes, dans nos petites communes, ça peut être très compliqué, à la fois maintenant, mais aussi pour préparer la sortie du confinement. On a la chance aujourd'hui d'avoir 2 invités exceptionnels. Donc Bernadette et Michael, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bernadette Laclé, tu es conseillère municipale à Chambéry aujourd'hui. Tu es aussi consultante attractivité des cœurs de ville, ancienne députée de Savoie. Tu as été la première femme maire de Chambéry entre 2007 et 2014. Tu as aussi été vice-présidente du Conseil régional Rhône-Alpes pendant 11 ans et tu es aujourd'hui présidente d'honneur de Centre-Ville en mouvement. Tu es un peu notre experte centre-ville ce soir. Merci. Et Michael, toi, tu es député de la 4e circonscription de la Haute-Garonne. Tu es vice-président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et référent sur ces sujets, et notamment sur les sujets commerce, mais pas que, plus largement, les sujets qui touchent au monde de l'entreprise. Exact. Alors, je vous rappelle à toutes et à tous le fonctionnement. Vous avez le chat, les questions et le sondage. Alors, on va commencer rapidement par le sondage. La plupart d'entre vous faites vos courses dans un commerce de proximité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait fermés aujourd'hui, ce qui est plutôt positif. La conférence, le principe reste le même. On a une vingtaine de minutes d'échange entre nos 2 invités, et puis ensuite on prendra les questions, enfin vos questions directement, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va commencer par toi, Michael, pour poser un peu le diagnostic. Avec la crise sanitaire, aujourd'hui, les commerces de centre-ville font face à une situation qui est assez inédite de fermeture. Est-ce que tu peux nous décrire les enjeux et les défis auxquels ces commerces font face aujourd'hui? Oui, bon, d'abord, merci pour l'organisation de cette visio. Je salue toutes les personnes présentes. Je vois des amis de chez moi. Ça fait plaisir. Écoutez, pour le sujet du commerce, évidemment, ce virus, il a pris tout le monde de court. Cette épidémie, elle a pris tout le monde de court. Et il a fallu réagir vite. D'abord, avec la priorité de protéger la population.
Mais aussi, et j'insiste sur le en même temps, et j'y reviendrai aussi au fil des échanges qu'on aura ce soir, mais de maintenir une activité économique. Au départ, on a parlé de ce qui était essentiel ou moins essentiel. En réalité, on le voit chez nos voisins européens qui ont essayé de faire une liste positive d'activités essentielles. En réalité, à chaque fois, on met des dérogations parce que tout est un peu essentiel. Je vais prendre un exemple de produits de grande consommation, de produits alimentaires ou de produits d'hygiène. Je vous laisse regarder et comptabiliser le nombre de personnes et le nombre de secteurs qui interviennent entre le moment où c'est fabriqué et le moment où vous l'utilisez ou vous consommez le produit. En fait, c'est énorme. Et donc, si on casse la chaîne à un moment donné, eh bien, c'est tout l'équilibre même du confinement, puisque aujourd'hui, on nous demande de rester chez soi au maximum. C'est tout l'équilibre qui est bouleversé. Donc, ce qui a été décidé dès le 14 mars par des ordonnances, par des arrêtés, 14 et 15 mars, c'est que certains commerces ont été interdits et donc ont été en situation de fermeture administrative, notamment les commerces et les établissements type restaurant ou commerces qui n'étaient pas commerce textile, par exemple, habillement, qui n'étaient pas jugés indispensables en tout cas et dans lesquels on considérait que le regroupement des personnes justement ne pouvait pas se faire à l'époque dans des bonnes conditions, en tout cas pour que l'ensemble des personnes, celles qui travaillent et celles qui consomment, soient protégées. Donc, j'allais dire, depuis le 15 mars, vous le voyez tous les jours, la situation, elle évolue. Et donc, on travaille au fur et à mesure avec l'ensemble des secteurs pour que cette activité économique, elle se poursuive dans les meilleures conditions. C'est l'objet des guides de bonnes pratiques qui ont été édités, qui commencent à être édités par le ministère du Travail. En fait, il faut savoir que le ministère du Travail a mobilisé 10 experts de la santé au travail pour travailler avec les différentes fédérations professionnelles pour éditer des bonnes pratiques dans chaque secteur. Donc, par exemple, si vous allez sur le site du ministère du Travail, j'essaierai de vous retrouver le lien et de le mettre ici dans le chat, vous avez pour la boulangerie un guide de bonnes pratiques qui a été élaboré avec les professionnels. Et donc, c'est de nature, j'allais dire, à redonner confiance à nos concitoyens, faire en sorte que les métiers de bouche puissent continuer. Vous le voyez certainement chez vous, mais les boulangers, les bouchers, par exemple, continuent à fonctionner. Et pour que, j'allais dire, pour que ça fasse écho sur d'autres secteurs aussi et d'autres types de commerce, il faut que ces fiches de bonnes pratiques sortent et que chacun soit j'allais dire, sécurisé. Parce que ce qui nous remonte des chefs d'entreprise, des commerçants, c'est que pour eux-mêmes, j'allais dire, ils sont prêts à travailler. Quand ils ont des salariés, la situation elle se complique un peu, puisque les salariés exigent aussi, et c'est bien normal, hein, c'est bien légitime, de la protection. Ah ben voilà, super. Merci, Voilà. Merci Laure pour voilà. Donc, il va y avoir une quinzaine de guides de bonnes pratiques qui vont être édités. Il y en a déjà 3 qui ont été validés. Et tout ça, voilà, c'est de nature à permettre aux commerçants, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, de pouvoir traverser cette crise dans les meilleures conditions. Et je reviendrai plus tard sur les mesures économiques prises en soutien à tous ces commerçants. Alors effectivement, tu l'as dit, il y a le confinement qui oblige à la fermeture d'un certain nombre de commerces. Toi, Bernadette, sur le terrain à Chambéry, qu'est-ce que tu constates? Quel est l'état des commerces de proximité dans une ville de quoi, 60 000 habitants, c'est ça? Exactement, 60 000 habitants. Certains sont fermés, d'autres, comme partout en France, sont ouverts. Commerce alimentaire de proximité. C'est pas facile. La situation, effectivement, sur le terrain est complexe parce qu'il y a beaucoup de difficultés aussi à expliquer pourquoi certains restent ouverts et pourquoi d'autres ferment. Et puis, il y a aussi des inquiétudes qu'a très bien expliqué Michael. Autant le commerçant seul prend la responsabilité pour lui, autant prendre une responsabilité pour des salariés, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça explique aussi que certains aient préféré fermer plutôt que de laisser les magasins ouverts.
Alors, ce qu'on peut dire quand même, que ce soit à Chambéry ou que ce soit ailleurs, c'est que les premiers chiffres qui sortent au bout de 2 semaines, alors il faut les prendre avec beaucoup de recul, hein, mais il y a quand même un cabinet qui s'appelle le cabinet Nielsen qui a fait un travail pour voir comment ça se passait sur le terrain. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une augmentation importante de la fréquentation dans les commerces de proximité et aussi le e-commerce qui est effectivement en tête. Et on a véritablement une explosion de 2 modes de commerce. C'est le drive et la livraison à domicile qui a fait un bond de 90% pendant les 2 premières semaines de confinement. Et pour le drive, de 74,3%. Donc, on voit bien hein, ce qui est en train de se dessiner pour cette période de confinement. Mais les magasins qui sont restés ouverts connaissent une augmentation qui est loin d'être négligeable, notamment dans le secteur rural où on a une augmentation de 74%. D'accord. Je crois que c'est d'ailleurs une question qui est posée sur le fait que, par Christiane, que les producteurs locaux se trouvent à la campagne et les clients en ville, et qu'il y a un vrai enjeu sur comment est-ce qu'on facilite la rencontre, comment est-ce qu'on permet des déplacements pour faire en sorte d'approvisionner les villes avec les producteurs de la campagne. Et ça passe aussi par le numérique, comme tu l'as dit. Alors, c'est vrai que la question des producteurs, c'est la question numéro 1 des collectivités aujourd'hui. On voit beaucoup d'initiatives qui sont prises dans ce domaine. Je crois que comme Michael a salué la démarche qui a été faite avec un certain nombre de fédérations professionnelles, je crois qu'il faut saluer la démarche qui a été faite avec les marchés de France, permettant la réouverture des marchés de plein air, puisque ceux couverts pouvaient rester ouverts et sont souvent restés ouverts. Il y avait une question sur les marchés de plein air. Le protocole qui est sorti sous l'égide, sa mise en œuvre sous l'égide du représentant de l'État, qu'est le préfet, a rassuré et je crois que c'est une bonne chose pour nos concitoyens parce que ce sont des lieux qui sont très appréciés, mais aussi, et donc pour eux aussi pour s'approvisionner. Et ce sont des lieux pour permettre aux producteurs locaux d'écouler leurs produits. Et avec le printemps qui arrive, c'est particulièrement important. Alors, tu l'as dit, Michael, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures justement pour accompagner les commerces. C'est quoi les mesures les plus importantes et les plus impactantes selon toi? Il faut que tu mettes ton micro, par contre. Je crois que tu l'as désactivé. C'était pour éviter les bruits ambiants. Il y a 4 types de mesures. Tout à l'heure, j'évoquais la situation des commerçants qui ont des salariés. Alors, pour tous les salariés dans le secteur privé, il y a évidemment l'activité partielle. On appelle ça souvent le chômage partiel, qui permet de préserver, j'allais dire, la compétence et le salarié, puisque simplement son activité est suspendue. Mais l'application aujourd'hui de ce chômage partiel, elle est aussi assez souple. C'est-à-dire que j'insiste parce que j'ai eu beaucoup cette question ces derniers jours, mais il est possible de mettre un salarié au chômage partiel pour une durée déterminée et en même temps de lui demander de travailler une partie de sa semaine, là aussi en précisant les heures travaillées, les heures non travaillées. Si c'est fait dans les règles, c'est possible. Il faut éviter les abus et le ministère du Travail a bien insisté sur le fait qu'il y aurait des contrôles malgré tout a posteriori pour éviter que des entreprises profitent, j'allais dire, de cette période. Mais honnêtement, je suis plutôt optimiste sur le fait que les uns et les autres utiliseront de manière adéquate les outils mis en œuvre. Donc, le chômage partiel, pour les salariés au SMIC, c'est 100% du salaire qui est pris en charge. Et au-dessus, jusqu'à 4,5 SMIC, c'est 70% du salaire brut, donc 84% du salaire net. Ça, c'est pris en charge par l'État. Il y a des entreprises qui font le choix de compléter, qui proposent à leurs salariés de compléter. Si les entreprises complètent, le complément en fait est défiscalisé. Hors CSG et CRDS, mais désocialisé, défiscalisé. Donc ça peut être aussi un plus. En tout cas, et ça se discute au niveau de l'entreprise, évidemment. Première chose, ça c'est pour les salariés dans le secteur privé. Ensuite,
on a mis en place pour les entreprises et les personnes les plus, je veux dire, les plus fragiles, donc c'est les micro-entreprises, les TPE de moins de 10 salariés, les auto-entrepreneurs et tout micro-entrepreneurs, les professions libérales, les commerçants qui bénéficient de ce fonds de solidarité. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'1 milliard d'euros qui a été mobilisé, à la fois par l'État, par les régions et les assureurs qui ont mis 200 millions d'euros. Là aussi, je reviendrai sur le rôle des assurances tout à l'heure, mais pour l'instant, ils ont mis 200 millions d'euros sur ce fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, ça consiste en une aide forfaitaire de 1 500 euros par mois que chaque entreprise peut solliciter. Pour ça, il faut se rendre sur le site impogouv.fr et vous allez voir, c'est simple en fait, la déclaration, il faut suivre l'ensemble des modules présentés sur le site impogouv. Et en fait, il y a quelques critères d'éligibilité qui sont notamment le fait d'avoir un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, et d'avoir soit été contraint à la fermeture administrative, soit avoir subi une perte du chiffre d'affaires de au moins 50%. Cette perte de chiffre d'affaires, pour info, elle est calculée soit de mars 2020 versus mars 2019 pour les entreprises créées avant mars 2019. Sinon, pour les entreprises créées après mars 2019, le calcul il se fait sur la moyenne des chiffres d'affaires mensuels. Voilà. Donc ça, c'est 1 500 euros de fonds de solidarité. Et enfin, il y a deux autres outils financiers de garantie qui sont d'abord les reports de charges pour l'ensemble des entreprises et les prêts garantis par l'État à hauteur de 300 milliards d'euros qui permettent justement, là pour le coup, à toutes les entreprises de bénéficier, j'allais dire, d'un soutien sur leur trésorerie. Et ça, c'est, j'allais dire, vraiment l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille et leur statut, peuvent y recourir. Donc là, dans ces cas-là, en fait, il faut le prêt est porté par entreprise auprès de sa banque, c'est-à-dire que la démarche, on remplit un formulaire via la BPI, mais le crédit, il est souscrit auprès de sa banque habituelle. Voilà, c'est pas la BPI qui accorde le crédit, c'est bien la banque habituelle de l'entreprise. Donc voilà, quatre outils un peu différents, le chômage partiel, le fonds de solidarité et les aides, les garanties de prêts, les prêts garantis par l'État qui permettent et qui permettront, j'allais dire, aux entreprises de traverser dans les meilleures conditions cette crise. Il y a aussi eu la question du report des loyers, parce que les entreprises et notamment les commerces, la question des baux commerciaux, il faut savoir, et ça c'est important que tous les commerçants le sachent, c'est que pour pouvoir bénéficier du report des loyers, il faut bénéficier déjà du fonds de solidarité. L'ordonnance de report des loyers, l'article 1, c'est précisément remplir les conditions du fonds de solidarité pour pouvoir bénéficier du report des loyers ou du report des factures gaz, électricité, eau, que les commerçants aussi peuvent solliciter s'ils remplissent toutes les conditions. Voilà pour faire un petit panorama de ce qui a été fait par l'État. Les choses bougent, j'insiste là-dessus parce que tout le monde est interpellé sur le fait que, par exemple, dans le fonds de solidarité, jusqu'à maintenant, on prenait comme seuil de perte de chiffre d'affaires les 70%. Et avec les parlementaires de la majorité, justement, on a été très actifs auprès du gouvernement pour dire non, il faut absolument abaisser ce seuil pour faire en sorte qu'un maximum d'entreprises puissent solliciter ce fonds de solidarité. Donc c'est bien sur 50%, le seuil baisse de 50% du chiffre d'affaires. Voilà. D'accord, bah on voit, c'est une palette qui est quand même assez complète avec un vrai investissement de l'État. Maintenant, ce dont on discutait en préparant la conférence, c'est vrai que chaque situation locale est un peu différente. Du coup, il y a des initiatives qui se mettent en place pour faire rencontrer justement les consommateurs et les producteurs, ou en tout cas soutenir les commerçants, mais aussi de la part des collectivités pour permettre aux commerçants de continuer leur activité et de réduire leurs coûts à l'échelle locale. Bernadette, quelles sont les initiatives que tu as identifiées
dont tu peux nous parler et qui t'ont particulièrement marqué? Alors, bon, il y a beaucoup d'initiatives, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Chaque collectivité a une histoire, a ou non un marché, aux normes, plus ou moins aux normes, etc. Donc, il faut tenir compte de la situation locale. Mais j'ai trouvé il y avait un peu des choses qui étaient un peu innovantes, mises en œuvre. Par exemple, une collectivité qui a mis en place un dispositif qui s'appelle Adopte un maraîcher. Donc l'idée, c'est d'aider les maraîchers à écouler leur production et donc de mettre en lien des magasins de proximité justement avec des producteurs qui pourront déposer les marchandises chez eux. Voilà, donc la formule, j'ai trouvé qu'elle était assez drôle, Adopte un maraîcher. C'est assez sympathique et c'est effectivement une problématique qui est prise à bras le corps par les collectivités et c'est important parce que nos concitoyens sont très demandeurs, hein, de pouvoir se nourrir avec des aliments de qualité, de filières courtes. Et donc, cette formule-là est particulièrement intéressante. J'ai aussi trouvé intéressant la formule drive du marché, c'est-à-dire on téléphone au marché, hein, au vendeur de marché, on passe sa commande et on passe chercher en drive, comme dans un supermarché, sa commande au marché. Il y a également des collectivités qui se sont engagées sur, par exemple, des suspensions de droits de voirie ou de stationnement ou de loyer quand elles sont elles-mêmes propriétaires. Loyer, hein, ça peut arriver, hein, évidemment. C'est le cas à Pessac notamment. C'est le cas à Pessac, donc plusieurs sont concernés par cette question-là. Il y a une collectivité, j'ai trouvé ça, plusieurs peut-être, hein, je ne connais pas toutes, mais qui a choisi aussi pour soutenir hein, les magasins de presse, eh ben, de mettre systématiquement dans ce qui est porté aux personnes âgées la presse locale. Donc c'est un soutien aux magasins de presse, c'est un soutien aussi aux personnes isolées qui du coup ont les nouvelles qui sont apportées avec le panier qui est posé ou avec l'aide à domicile qui continue de venir. Je trouve que cette démarche est particulièrement intéressante aussi. Il y a une collectivité qui a mis en place une cartographie donc, qui permet depuis chez soi de savoir quel est le commerce qui est ouvert, dans quelle rue, est-ce qu'on est dans le périmètre où on peut se déplacer, quelles sont ses heures d'ouverture et qu'est-ce que je vais pouvoir, où je vais pouvoir aller. Voilà, ça c'est une première démarche qui me semble intéressante. Après, il y a beaucoup de privés, alors pour le coup, on n'est pas dans les collectivités, mais de privés qui ont eu des démarches directement sur Facebook, hein, en faisant connaître ce qu'ils avaient. Alors, ça reste des choses qui sont très empiriques. Personnellement, je suis très attachée à la dimension digitale, j'y crois beaucoup et je pense qu'il y a des applications sur le marché qui vont sortir et qui vont être beaucoup plus sécurisées que ce qui existe. Mais il faut souligner que ce qui existe est très intéressant. Moi, je connais un traiteur qui faisait beaucoup de cocktails, etc., et qui, du jour au lendemain, puisque tous ses marchés ont été annulés, s'est mis à faire des plateaux repas qu'il livre lui-même, et tout ça via Facebook et avec un téléphone, et qui va livrer ses plateaux repas. Donc, il y a beaucoup d'ingéniosité, il y a beaucoup de choses qui se développent sur les territoires. Moi, ce que je dis aux collectivités, c'est soyez aux côtés de vos commerçants. Voilà, soyez aux côtés de vos commerçants, prenez contact avec eux, soit par téléphone, par messagerie, peu importe, mais montrez-leur que vous êtes à leur côté, que vous êtes attentif à leur situation. S'ils ne vous répondent pas, c'est peut-être parce qu'ils sont très occupés, tant mieux. Ceux qui vous répondront, comme ça, vous aurez des éléments et vous pourrez préparer l'après. Donc, n'attendez pas trop. Montrez votre intérêt pour cette problématique. Mettez autour de vous tous ceux qui traitent de la question du commerce immédiatement dans une sorte de groupe de travail, de comité de pilotage, de pool, vous l'appelez comme vous voulez, avec, pour les villes qui ont un manager de centre-ville, autour de votre manager de centre-ville. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est peut-être l'occasion de se poser la question de savoir si, par exemple, un fonctionnaire de la collectivité peut faire office de manager de centre-ville dans la période ou de chef de projet sur la question du commerce. Et prenez contact avec eux.
Voilà, je crois que c'est particulièrement important qu'ils sachent que leur collectivité est à leur écoute. Je pense que beaucoup l'ont déjà fait, hein, énormément l'ont fait, tant mieux. N'oubliez pas d'associer les acteurs traditionnels du commerce, hein, que sont les chambres de métiers, parce qu'il y a beaucoup d'artisans commerçants, les CCI, les associations de commerçants, si elles sont dynamiques ou si elles existent, et évidemment tous ceux qui sont susceptibles, après la crise, de se retrouver dans des plans de soutien au commerce si c'est nécessaire. Alors effectivement, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir le côté système D qui permet l'émergence et la créativité avec plein de nouvelles initiatives. Il y avait Pierre sur le chat qui nous parlait du drive à Rabastens. Il y a notre député qui, à Aix-en-Provence, a initié une carte interactive des différents commerces. Pareil, c'est le cas à Rennes. On voit qu'il y a vraiment plein d'initiatives qui se mettent en place. Et du coup, la question qui se pose, c'est celle de l'après. On entend souvent dire qu'il y aura un avant et un après cette crise sanitaire et ce moment un peu étrange et difficile, il faut le dire. Il y aura aussi un avant et un après sur le plan des commerces. Et vous, Bernadette et Michael, c'est quoi les leçons que vous tirez? Comment est-ce que vous voyez évoluer les commerces de proximité après la crise? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'il faut qu'on tire comme leçon et qu'est-ce que les élus aussi doivent tirer comme leçon de cet épisode? Et là, je vous laisse la parole à tous les deux, donc je sais pas qui veut Bernadette, je t'en commencer. prie. Alors oui, il y aura un avant et un après, mais il y avait quand même déjà des tendances qui vont du coup s'amplifier. Par exemple, le renouveau des halles et marchés, c'est quelque chose qu'on constate depuis plusieurs années. Et je pense qu'il va y avoir véritablement un engouement encore plus important et sans doute beaucoup de projets de collectivité, il y en a déjà beaucoup, hein, mais qui vont se réinterroger sur la surface, sur la qualité, sur peut-être la périodicité de leur marché et travailler plus en lien avec les producteurs locaux. Il y aura aussi cette question, j'en suis persuadée, pour un certain nombre de surfaces commerciales, plutôt que d'aller chercher des produits loin. Il va y avoir des partenariats qui vont naître de manière empirique, et je l'espère et j'en suis persuadée, qui s'amplifieront dans les années qui viennent. Pour le commerce spécifiquement de proximité, je crois que pendant encore un certain temps, je ne peux pas dire combien de temps, mais il y aura quand même des craintes de nos concitoyens de retourner dans un certain nombre de lieux, pour le coup confinés, où ils se retrouveront en nombre à faire la queue. Et donc, je pense que le commerce, le e-commerce, y compris pour le commerce de proximité, est une solution qui, du coup, doit être encouragée par les collectivités auprès des commerçants parce qu'elle ne va pas être simplement une solution j'allais dire, de substitution pendant la période de confinement. Je pense que ça va être quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps. Et dans la solution digitale, il y a quelque chose qui est très intéressant et qu'il faut mettre en avant, me semble-t-il, auprès des commerçants, c'est le fait qu'on paye par carte. Et on paye depuis chez soi avec son téléphone ou avec son ordinateur. Et donc, d'un point de vue de l'hygiène, il y a une garantie qui est importante que nul autre moyen aujourd'hui ne permet. Je ne suis pas persuadée que les gens vont avoir envie tout de suite de retourner farfouiller dans leur porte-monnaie pour quelques pièces et pour payer parce qu'il y a quand même une certaine appréhension. Donc, on va vivre une période totalement nouvelle où tous ces outils digitaux vont répondre à un certain nombre d'inquiétudes de nos concitoyens. Et puis, je crois que cette période amène un certain nombre à se poser des questions sur effectivement notre mode de consommation, hein, manger des fraises au mois de janvier, des haricots de l'autre côté du monde. Toutes ces questions-là vont quand même plus largement infuser dans la société, je le souhaite en tout cas, et donc on reviendra incontestablement sur des modes de consommation beaucoup plus respectueuses de nos territoires, beaucoup plus respectueuses aussi évidemment de l'environnement. Et donc, je crois qu'il faut préparer le renouveau entre guillemets, hein, de nos centres-villes aussi autour de ces magasins alimentaires qui avaient un peu déserté. Hein.
depuis des années, pas par volonté, mais parce que faute de clients et souvent parce que très concurrencés par les grandes surfaces et d'autres types de produits, ben, je crois qu'on va connaître dans les années qui viennent, au contraire, un engouement. Et donc là, il faut que les collectivités soient aux côtés de leurs commerçants, justement pour les accompagner dans ces démarches, y compris de mise en relation avec les producteurs. Ça peut être le rôle notamment de l'intercommunalité, parce que dans beaucoup de situations en France, on a des intercommunalités qui sont à la fois urbaines et à la fois rurales, et qui ont donc dans leur périmètre des producteurs locaux qui sont en capacité de répondre pas totalement, mais en grande partie quand même aux besoins de la population. Et puis, on va avoir également le digital. Moi, j'y crois beaucoup. Je travaille beaucoup sur ces questions et je pense qu'il faut absolument aider les commerçants qui sont aujourd'hui inquiets parce qu'effectivement, il faut avoir un magasin virtuel, il faut savoir se servir d'un certain nombre d'outils. C'est pas forcément leur quotidien, ils le disent. Ils ont l'impression qu'ils vont y passer beaucoup de temps. Il faut leur montrer qu'il existe aussi des solutions où on peut mettre en connexion déjà leur caisse connectés avec des applications et du coup, ils gagnent énormément de temps pour faire leur magasin virtuel. Je crois beaucoup à ces solutions. Je les porte avec beaucoup de conviction. Je me heurte parfois à des incompréhensions. Peut-être, je suis toujours optimiste que cette crise sanitaire majeure va nous permettre au profit du local, au profit des producteurs locaux, au profit de nos centres-villes, eh bien, de réinventer un système qui sera finalement beaucoup plus tourné vers la consommation de proximité. Merci Bernadette. Du coup, Michael, qu'est-ce que tu voudrais ajouter sur les leçons à tirer de cette situation pour les commerces? Alors on dit, il y a Sylvie aussi qui nous dit, il faut aussi parler d'autres commerces qui sont déclarés. On pense aux coiffeurs, parce qu'il y a pas mal de monde, moi compris, qui iront chez le coiffeur sitôt le confinement terminé. Mais c'est vrai que c'est un sujet. Quelles sont les leçons qu'on peut en tirer, Michael? D'abord, je passe un appel à tous les élus ici présents. J'irai chez le premier coiffeur qui ouvrira post-confinement parce que ça commence à poser problème. Non, pour être plus sérieux, je rejoins Bernadette dans son analyse et ce qu'elle a soulevé. À la fois, je veux dire, si on prend en termes de temporalité, on est dans un moment où, moi, je sais pas ce soir vous dire quelle sera la date de la fin de confinement et quelle sera, j'allais dire, la stratégie précise de déconfinement. Est-ce que ce sera dans certains territoires? Est-ce que ce sera pour certaines activités? Dans quelles conditions? Tout ça, on ne le sait pas encore. Ce qui est certain, c'est que ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et Bernadette a raison, je pense, quand elle dit que sur le sujet de l'hygiène, je crois que cette crise que nous traversons va changer les pratiques. D'abord, je pense que on va peut-être beaucoup moins se taper sur l'épaule et se prendre dans les bras même en sortie de confinement comme on le faisait auparavant. On va être plus réticent à utiliser un terminal de paiement, à mettre sa carte et à toucher les choses de manière générale. Donc, c'est clair que là-dessus, le e-commerce, le sans contact vont encore plus exploser à mon sens. D'ailleurs, là, on essaie de travailler pendant la crise et le confinement pour augmenter les seuils de paiement sans contact. C'est pas forcément très évident, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille et je pense qu'il y auront des conséquences aussi après. Et sur le numérique, du coup, il faut vraiment le saisir comme une opportunité. Moi, je vois dans mon entourage, j'ai la chance d'avoir mes grands-parents qui n'étaient pas du tout familiers du numérique. Et puis là, bon, tout le monde est à la maison. Donc, j'allais dire, même les personnes âgées s'y mettent. Et du coup, le jour où il faudra commander, aujourd'hui, les grands-parents se mettent sur des visios. Demain, ils commanderont sur Internet comme leurs petits-enfants. Ça, pour moi, c'est pas du tout hypothétique. Ça va vraiment se passer. Bernadette a soulevé pas mal d'initiatives locales. Je pense que sur des commerces, par exemple les librairies, d'ailleurs certaines n'ont pas attendu la crise pour, dans certains endroits, se regrouper dans une même ville en fait, faire une plateforme
web dans lequel il est possible d'acheter. Voilà. Et puis je crois que les personnes attachées au commerce de proximité achètent aussi en fonction de ça. Voilà. Moi, je n'utilise Amazon que vraiment si je n'ai pas trouvé ce que je cherchais chez mon libraire. Et peut-être ça, redonner du sens à sa consommation, à son achat, peut-être que ça va être une des conséquences aussi de cette crise. Et puis après, il y a aussi, j'allais dire sur le plus long terme, tous les politiques qui sont menées à la fois au niveau local, au niveau national, sur la redynamisation des territoires, sur les cœurs de ville. Vous savez qu'il y a eu 5 milliards d'euros mobilisés par l'État sur plus de 200 territoires. Tout ça, c'est des politiques publiques qui sont en cours de déploiement. Et très concrètement, c'est accompagner les commerçants sur un même territoire à se structurer, parfois ouvrir un portail web et mutualiser les moyens. Ça peut être sur l'amélioration aussi du cadre de vie. Et tout ça est complémentaire. Voilà. Après, il y a un point sur lequel j'ai pas encore trop. Je sais pas si aujourd'hui, bon, les gens font leurs courses alimentaires aussi beaucoup en grande surface. Les grandes surfaces arrivent j'allais dire, par leur espace, à faire respecter les gestes barrières, à mettre des distances, à mettre toutes les mesures de sécurité sanitaire, les plexiglas et tout ça. Donc ça rassure. Maintenant, moi, je pense que dans cette période, je me suis notamment entretenu avec les équipes de la FCD, de la Fédération du commerce et de la distribution. Moi, je souhaite, et ça on y travaille aussi avec Bercy, à ce que la grande distribution, j'allais dire, soit solidaire des petits commerces, parce que même si la fédération avance des baisses de chiffre d'affaires, des baisses de la consommation par rapport au début de la crise, je pense qu'on a des commerces qui sont, eux, beaucoup plus en difficulté et dont la poursuite d'activité ou la reprise d'activité, si jamais ils sont sous fermeture administrative, sera bien plus compliquée que pour Carrefour ou Casino de redémarrer et de continuer à se développer. Donc, on est même en train de voir aujourd'hui comment la grande distribution peut participer à l'effort de solidarité nationale aussi vis-à-vis des commerces. En tout cas, moi, le message que je pousse, c'est que au sein d'un même secteur, celui du commerce, l'ensemble des acteurs soient solidaires les uns des autres. J'ai détaillé tout à l'heure les mesures prises par l'État, les financements de l'État, mais à mon sens, il est important que les acteurs économiques soient solidaires entre eux, que les plus gros honorent aussi leurs paiements vis-à-vis des sous-traitants ou des plus petits. Voilà, tout ça, je pense qu'on va, après cette crise, revoir même les relations entre les acteurs économiques eux-mêmes, et je l'espère pour plus de justice, d'équité. Et après, bon, c'est chaque citoyen est un consommateur, donc je pense que durablement les pratiques vont évoluer, c'est clair. Je trouve que c'est assez passionnant comme sujet parce que derrière, il y a vraiment toute la question du modèle de société. Et avant de passer aux questions des participants, il y a une phrase de Philippe sur le chat que je trouve vraiment chouette. C'est: la période que nous traversons remet au centre de nos attentions et considérations les invisibles, producteurs, transporteurs, manutentionnaires, étalagistes, vendeurs. Et c'est vrai que finalement, quand on vit notre vie tous les jours, c'est pas forcément eux qui sont au centre de l'attention de tout le monde. Et là, on se rend compte qu'en fait, sans ces gens-là, c'est assez compliqué. Donc, sur ce sujet des commerces, alors bien sûr, on parle beaucoup des commerces alimentaires, mais pas que, il y a vraiment derrière la question du modèle de société, avec c'est Serena qui parlait du digital local, pour reprendre un peu l'esprit de ce que tu disais, Bernadette. Alors, on va prendre maintenant les questions, si ça vous va, des participants. On a pas mal de questions. Une première question de Corinne. Comment une municipalité peut-elle aider et soutenir les commerces de centre-ville alors que la compétence est à l'agglo et à la région? Qui veut répondre? Bernadette, c'est la spécialiste de l'accompagnement des collectivités. Oui, alors oui et non, parce que d'ailleurs le gouvernement ne s'est pas trompé dans le dispositif Action Cœur de Ville. Il encourage les maires à discuter avec les présidents d'agglo et toutes les collectivités qu'ils souhaitent à être co-signataires des conventions Action Cœur de Ville, mais c'est bien le maire qui est en première ligne.
Et dans cette crise, c'est bien les maires qui sont en première ligne. Alors, même si la compétence économie est une compétence transférée, c'est bien le maire qui va être l'interlocuteur privilégié des commerçants des quartiers ou du cœur de ville ou du cœur de bourg. Donc, pour moi, voilà, c'est une question d'entente. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile entre les maires et les agglos. Je ne sous-estime pas les difficultés. Mais ce que je sais, c'est que partout où je vais, c'est toujours le maire qui est en première ligne sur ces questions de commerce de cœur de ville. Et c'est bien de lui que les solutions sont attendues. À lui de se tourner vers comme je l'ai dit tout à l'heure, et oui, les agglomérations, évidemment, sont des partenaires parce qu'à la compétence économique, souvent les agglomérations ont aussi des politiques en direction des espaces agricoles. Donc, ce sont des choses qui, évidemment, sont à discuter au niveau de l'agglomération. Mais vraiment, l'interlocuteur au quotidien du commerce, c'est bien le maire, c'est bien le manager de centre-ville, le chef du projet Action Cœur de Ville. Voilà, c'est cela. Alors, tous ceux qui sont d'accord, d'ailleurs, parmi les élus qui sont peut-être ici, qui sont sur des villes qui font partie des 222 villes Action Cœur de Ville, je crois que c'est véritablement une bonne occasion de se reposer des questions par rapport à la convention, aux projets qui ont été inscrits, peut-être d'en rajouter, peut-être de se reposer des questions, notamment sur le digital, sur les circuits courts, etc., se reposer ces questions-là et de travailler durant, y compris cette période de confinement, pour avoir la meilleure convention, puisque normalement, ils sont censés avoir signé ou être en phase de signature d'avenant. C'est la bonne occasion peut-être de rajouter des projets qui seront issus de cette période difficile, mais qui permettront de reconstruire des choses positives. Moi, j'ai beaucoup aimé cette expression de digital local. Je la reprends totalement à mon compte. Je trouve que c'est exactement ça. Et je reprends aussi cette idée qui a été avancée, qui me semble vraiment très, très, très bonne. Je ne me souviens plus qui l'a avancée. Je l'ai vu passer dans le chat. Mais oui, c'est une profonde remise en cause. Et c'est sans doute l'occasion de se réinterroger sur nos modes de consommation et de travailler localement sur ces modes de consommation. Et donc, là, les élus locaux, qu'ils soient maires ou qu'ils soient présidents d'agglo, je crois qu'ils ont une responsabilité, au bon sens du terme, de pouvoir aussi collecter durant cette période le matériau qui permettra de construire ces politiques ultérieurement. Merci. Alors, Michael, une question pour toi. Le report des loyers, concrètement, comment ça se passe ? Parce que ne pas payer son bailleur peut le mettre en difficulté. Est-ce qu'il faut faire l'avance ? Comment ça fonctionne ? Est-ce que tu en sais plus ? Oui, alors évidemment, le fait que le bailleur ne perçoive plus ses loyers, c'est une difficulté pour lui. Après, cette mesure, elle a été prise parce que j'allais dire, le preneur à bail, celui qui paye le loyer, son loyer commercial, est lui-même en difficulté. Donc, c'est vrai que les situations vont être regardées même en termes, s'il devait y avoir des litiges et des procédures judiciaires, bon, ça va être un peu compliqué. Mais en fait, l'idée, c'est de suspendre le locataire avec un bail commercial suspend le paiement et le signale simplement à son bailleur, en fait. Voilà, donc il faut simplement par écrit le mettre par écrit, signifier au bailleur que l'on suspend le paiement pour les raisons indiquées par l'ordonnance, c'est-à-dire que vous êtes concerné, vous êtes locataire, vous rentrez dans les conditions d'éligibilité du fonds de solidarité. Il faut être éligible au fonds de solidarité pour pouvoir bénéficier du report des loyers. Donc ça, tout ça, vous le précisez par écrit et vous suspendez vos paiements. Le temps de l'état d'urgence sanitaire, le temps du confinement, voilà. On va prendre encore et puis après, oui, si je peux aussi me permettre, rien ne remplace le dialogue aussi. Hein. Voilà, c'est-à-dire que il faut quand même, vous pouvez faire les choses par écrit. Le mieux, c'est toujours avoir des traces écrites parce que ça protège les uns les autres. Voilà, ça je pense que c'est primordial en matière de logement, c'est toujours d'immobilier, c'est toujours par écrit qu'il faut faire les choses. Mais se parler, faire en sorte que parfois il y a même pas besoin trop d'écrire les choses, mais de trouver un accord, c'est-à-dire laissez-moi 2 mois supplémentaires le temps de me retourner et je vous paye. Ça peut être un accord comme ça.
Mais sinon, oui, la suspension peut être faite par le preneur à bail, le locataire. Bernadette, tu voulais ajouter Oui, quelque parce chose? que comme notre public, là, c'est vraiment un public d'élus, donc je vais m'adresser aux élus, qu'ils soient en renouvellement, renouvelés, ou qu'ils attendent ce renouvellement. Euh, Bien avant cette crise, nous avons déjà une situation des centres-villes qui, dans bien des cas, et notamment dans les villes moyennes et les petites villes, est en grande difficulté. Des collectivités se sont engagées dans des réflexions pour ce qu'on appelle monter des foncières, c'est-à-dire racheter, hein, les locaux et les reprendre, les remettre sur le marché selon des conditions qui sont à discuter, bien évidemment, et ce qui permet de reconfigurer parfois son parcours marchand ou de trouver la bonne enseigne pour les bons locaux. Là aussi, je dirais aux élus, pour ceux qui en ont la possibilité, qui ont des sociétés d'économie mixte ou qui ont des établissements publics fonciers, mettez-vous le plus rapidement autour de la table, parce que même s'il y a des démarches qui sont faites pour les baux, quand dans quelques mois, on va reprendre une activité, je l'espère en tout cas normale, on va retrouver des centres-villes qui seront pour certains sinistrés. Et donc, n'attendez pas de découvrir cette situation pour mettre en place des outils. Donc, le conseil que je vous donne pour ceux qui le peuvent, ça peut être la ville, ça peut être l'agglomération, ça peut être les régions aussi, hein, de regarder s'il n'y a pas des foncières qui sont en train de se constituer et pour lesquelles vous pourriez vous accrocher, hein, au projet pour votre cœur de bourg ou pour votre cœur de ville. Voilà. Alors, peut-être une autre question, une question d'un de tes collègues, Michael, Ouais. Jean-Michel Nice, qui, alors, je te lis la question. J'ai reçu des demandes sur les chèques restaurants, une idée pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut réfléchir à supprimer le plafond journalier ticket resto? Car en faisant ses courses chez les commerçants une fois par semaine, en faisant ses courses chez les commerçants une fois par semaine pour respecter le confinement. Salut Jean-Michel d'abord. Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Je vais voir si ça a été discuté ou pas et je vais soumettre ça à Bercy. Ouais, je vais regarder. Plafond des Alors, restos. peut-être une dernière question de Pierre Verdier, donc de Rabastens. Vers qui est-ce qu'on peut orienter des commerçants de marché, alors en l'occurrence au Garonnais, en grande difficulté du fait de l'interdiction des marchés? Parce que les commerçants de marché, comme le dit Pierre, les démarches administratives ne sont pas forcément leur fort. Et là, je pense que la question derrière, c'est quels sont les acteurs qui peuvent le faire lorsqu'on est élu? Quels sont les acteurs qui peuvent accompagner? Bernadette, Michael? Il y a la Fédération des marchés de France, peut-être, pour ceux qui sont affiliés. Là, en l'occurrence, c'est aussi les maires qui sont en première ligne sur la commission des marchés. Donc, je pense que peut-être ça peut être aussi un des interlocuteurs. Et pour la réouverture des marchés, c'est les préfets. Donc, ils connaissent normalement bien la situation et peut-être aussi ils peuvent être sollicités. L'idée, la question, c'est précisément, c'est de mettre en relation, c'est ça? La question, oui, c'est vers qui, la question, c'est vers qui les orienter. Donc, je pense que tu as répondu. Il y a la Fédération des marchés de France, les préfets. Les CMA, les chambres de métiers de l'artisanat. Oui, aussi. Aussi. La chambre d'agriculture, parce que les producteurs, hein, dépendent souvent de la chambre d'agriculture. Les marchés de gros aussi qui sont pas mal impliqués. Le mine de Toulouse, par exemple, pour donner le cas de Toulouse, il y a vraiment une belle synergie entre le marché de gros, la CMA, la préfecture. Il y a vraiment un beau travail qui a été fait à Toulouse pour aider l'ensemble des producteurs, des commerçants, des fournisseurs. Donc voilà. Et je salue Pierre. Ok, bon alors. Oui, il y a beaucoup de gens de la région Occitanie qui viennent en général sur ces lives. Alors merci à tous les deux, c'était vraiment hyper intéressant. Quelques mots de conclusion. D'abord, merci à vous deux, merci aux participants aussi. Vous avez été plus d'une centaine ce soir. La vidéo sera disponible en replay
directement après le live, donc n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut intéresser des collègues élus à vous. N'hésitez pas à en parler. On continue les lives chaque semaine. Alors la semaine prochaine, ce sera à 18h30 le jeudi sur la gestion des services publics en période de confinement et le maintien des services publics. Le ministère de la Cohésion des Territoires a émis un certain nombre de directives et de recommandations. Je pense qu'il faut qu'on en parle de manière un peu plus concrète et détaillée avec des experts, donc on fera ça. Merci Solal, qui vient de mettre le lien vers les prochaines conférences, vous pouvez vous inscrire. Un autre point, et donc là je vous annonce en avant-première qu'on va approfondir un peu notre offre de crise côté Tous Politique en proposant aux élus en exercice des coachings gratuits d'1 heure avec nos experts. Qu'est-ce que c'est? Le concept, il est très simple. Vous vous inscrivez comme sur Doctolib, vous bookez un créneau, vous êtes élu, vous bookez un créneau sur l'un des 3 thèmes qu'on a mis à disposition. Il y a communiquer en période de crise, premier thème. Deuxième thème, c'est encourager les solidarités dans ma commune et accompagner les plus vulnérables. Et troisième thème, accompagner les commerces de proximité en crise. Vous bookez votre créneau comme sur Doctolib et puis vous avez 1 heure en tête-à-tête avec un de nos experts qui pourra discuter sur votre cas précis et vous orienter. Je mets directement le lien du sondage d'inscription dans le chat. Vous pourrez y avoir accès. Alors, je vous l'annonce en avant-première parce qu'on le lance en réalité demain. Et ce que je demande par contre à tous ceux qui ne sont pas élus, c'est de laisser la place aux élus parce que voilà, on a réussi avec nos formateurs et nos experts à développer 150 créneaux de formation gratuits et sans engagement pour les élus. Mais c'est vrai que voilà, c'est pour les élus. Donc, je voulais encore vous remercier tous les deux pour votre participation. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Bon courage, bon confinement. Prenez soin de vous. Et puis, pour les participants, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.